10 juillet 1942. Ilacutin, territoire de l'Alaska. Les jumelles tremblaient légèrement tandis que son collègue machiniste Albert Knack regardait à travers la fenêtre d'observation du PBY Catalina, son cœur battant la chamade vers ce qui se trouvait en contrebas dans le marais. Les cercles rouges sur les ailes, emblèmes indubitables du soleil levant, confirmaient ce que l'on avait dit à chaque pilote américain comme étant presque invincible. Un chasseur japonais zéro assis à l'envers dans l'herbe mouillée, apparemment intact. Le lieutenant William D., pilotant l'avion de patrouille, s'était perdu dans les bancs de brouillard qui enveloppaient les îles Aleutiennes. À l'estime, il s'est réorienté au-dessus des îles Chimans et a choisi la route la plus directe pour retourner à Dutch Harbor, directement au-dessus de l'île d'Acutan. Une route rarement empruntée, une route qui allait changer le cours de la guerre du Pacifique. Les Américains doivent voir les choses, pensa Knack. Aucun pilote japonais ne laisserait un tel prix. Depuis plus d'un an, cet avion était la terreur du ciel du Pacifique, l'arme mystérieuse qui avait déchiqueté les forces aériennes américaines, britanniques et chinoises avec une facilité méprisante. À Pearl Harbor, au-dessus des Philippines, en Birmanie et en Malaisie, le Zéro avait réalisé ce qui semblait impossible, un chasseur embarqué qui surpassait les intercepteurs terrestres. Alors que les cuisses faisaient 3 fois le tour du lieu de l'accident, marquant soigneusement la position sur sa carte, aucun des deux hommes ne pouvait savoir qu'ils venaient de découvrir ce que les historiens américains appelleraient plus tard un prix presque sans valeur pour les États-Unis. Ce qu'ils étaient sur le point de récupérer révélerait le paradoxe le plus profond de la philosophie de conception des avions de la Seconde Guerre mondiale. Un paradoxe qui ne serait pas écrit dans des manuels techniques, mais dans les vies sauvées et les batailles gagnées grâce à une seule découverte choquante. La réputation du Zéro s'est bâtie sur une base de peur et de respect. Au cours des 7 mois qui ont suivi Pearl Harbor, les pilotes américains ont rencontré un avion qui défiait toutes les hypothèses concernant les capacités industrielles japonaises. Rapide, maniable et à longue portée, il dominait le ciel du Pacifique. Lors des premiers engagements en Chine contre des chasseurs obsolètes de construction soviétique, les Zéros ont atteint des taux de mortalité aussi élevés que 12-1. En avril 1942, une force de frappe japonaise comprenant 36 chasseurs Zéro attaqua Son, abattant 27 avions britanniques, entraînant la perte de 5 avions japonais. La stratégie officielle américaine face aux Zéros était simple et humiliante. Fuyez. Évitez les fiançailles. N'essayez pas de vous battre. Ces ordres ne venaient pas de la lâcheté, mais de mathématiques brutales. Les combattants américains qui tentaient de tourner avec des Zéros sont morts. Les pilotes qui ont tenté des tactiques de combat aérien traditionnelles contre cet adversaire agile ont rarement survécu pour signaler leurs erreurs. 4 juin 1942. Le même jour que la bataille cruciale de Midway, à 1500 mètres au sud, dans le cadre de l'opération complexe du Japon visant à s'emparer de l'atoll de Midway, une force de diversion frappa les îles Aleutiennes pour attirer l'attention américaine vers le nord. Le maître d'aviation Tadayoshi Koga, âgé de 19 ans, a décollé du porte-avions japonais Ryujo dans le cadre de la deuxième frappe contre Dutch Harbor. Son numéro de série 04593 faisait partie d'une section de 3 avions chargés de mitrailler la base navale américaine sur une île de l'Alaska. Koga et ses ailiers, le premier maître Makoto Ando et le maître Tsugo Shikarda ont plongé sur le port avec un effet dévastateur. Ils ont abattu un hydravion américain PBY-5 à Catalina et mitraillé les survivants dans l'eau. Mais lors de l'attaque, des tirs d'armes légères depuis le sol ont touché l'avion de Koga. Une balle a sectionné une conduite d'huile. Pas catastrophique dans l'immédiat, mais mortelle en quelques minutes lorsque de l'huile moteur précieuse s'est répandue dans l'air de l'Alaska. À 40 km à l'est de Dutch Harbor se trouvait l'île d'Acutan, désignée par les planificateurs japonais comme terrain d'atterrissage d'urgence. Un sous-marin japonais attendait au large spécifiquement pour sauver les pilotes abattus. Alors que la pression d'huile de Koga baissait, il fit signe à ses ailiers et se tourna vers Acutan. Vu d'en haut, l'herbe était parfaite. À 800 mètres de Broadbight, le terrain semblait solide, accueillant et sûr. Shikar, tournant au-dessus de lui, remarqua soudain de l'eau scintillant entre les tiges d'herbe. Il réalisa avec horreur que le sol n'était pas dur, mais marécageux. Il essaya de faire signe à Koga d'atterrir sur le ventre, mais il était trop tard. Koga avait déjà sorti son train d'atterrissage et s'était engagé à effectuer un atterrissage conventionnel. Les roues du Zéro touchèrent l'herbe et s'enfoncèrent immédiatement dans la boue molle en dessous. L'avion s'est incliné violemment en avant, se retournant d'un bout à l'autre. Il s'est immobilisé à l'envers, les ailes et le fuselage presque intacts. À l'intérieur du cockpit inversé, Tadayoshi Koga est mort sur le cou brisé par l'énorme impact.
Ando et Shikada ont fait le tour de l'épave, déchirée par des ordres contradictoires. Chaque pilote japonais avait pour instructions explicites de détruire tout Zero qui s'écraserait en territoire ennemi. Les secrets de l'avion étaient trop précieux, ses capacités trop importantes pour permettre sa capture. Mais Koga est peut-être encore en vie. Il ne pouvait se résoudre à mitrailler leur ami. Après plusieurs angoissantes cercles, à court de carburant et avec le temps qui se rapprochait, ils se tournèrent vers l'ouest en direction de leur porte-avions, croyant qu'un sous-marin japonais récupérerait bientôt Koga. Le sous-marin a cherché pendant des heures, mais a été repoussé par l'USS Williamson, un destroyer américain patrouillant dans la zone. Le corps de Koga est resté dans le cockpit. Le Zero restait tranquille dans son marais, invisible depuis les trajectoires de vol standard inconnues des forces américaines. Un mois s'est écoulé. Le brouillard et la pluie cachaient le prix. Puis Albert Knack a repéré ce qui ressemblait à un petit avion à travers une percée dans les nuages. Le 11 juillet, le lieutenant Sives revint avec une équipe de débarquement. Ils s'approchèrent prudemment du Zero renversé, les armes prêtes, ne sachant pas ce qu'ils trouveraient. Le pilote de l'aviation en chef William Scarborough, un pilote expérimenté de la marine affecté à l'équipe de récupération, a traversé le marais pour atteindre l'avion. Il regarda dans le cockpit et trouva le corps de Cog toujours attaché au siège du pilote. L'équipe de récupération est restée silencieuse, étudiant l'avion qui avait terrorisé les pilotes américains à travers le Pacifique. Même inversé et endommagé, la Zero possédait une élégance presque prédatrice. Des lignes épurées, des saillies minimales, un design qui murmure vitesse et agilité. Ils ont photographié l'épave sous tous les angles, documentant leur découverte avant de tenter de la récupérer. Koga a été retiré du cockpit et a été enterré chrétien à proximité. Quel que soit le conflit de leur nation, il était un guerrier qui méritait le respect. C'est alors que le véritable travail a commencé. L'équipe a soigneusement examiné la structure Zero, en notant chaque détail. Ce qu'ils ont observé au cours de ces premières heures s'avéra aussi significatif que les vols d'essai à venir. L'avion était remarquablement léger, non seulement en termes de poids total, mais aussi au niveau de chaque composant. La peau était fine sous leurs mains, presque fragile. Scarborough tapota le fuselage et entendit un son creux qui lui rappelait une boîte de conserve, pas un avion de combat. Il chercha des plaques de blindage autour du cockpit et n'en trouva aucune. Il chercha du verre blindé dans le pare-brise et trouva des panneaux transparents standards. Il a inspecté les réservoirs de carburant et a découvert qu'il ne s'agissait que de simples conteneurs en aluminium sans aucune capacité d'auto-obturation. C'était faux. Cela contredisait tout ce que les concepteurs d'avions américains pensaient sur la construction des chasseurs. Des avions de combat modernes étaient construits avec une protection progressivement accrue. Blindage derrière le siège du pilote, pare-brise en verre blindé, réservoir de carburant auto-obturant avec des vessies en caoutchouc qui se gonflaient lorsqu'elles étaient percées. Ces caractéristiques ajoutaient un poids substantiel mais sauvaient la vie des pilotes. Le Zero n'avait aucune de ces fonctions de protection. 3 tentatives de récupération ont été nécessaires. Le temps ilucien, connu pour ses tempêtes soudaines et son brouillard impénétrable, a contrecarré les efforts initiaux. Le 12 juillet, une équipe de récupération dirigée par le lieutenant Robert Kerm a offert à Koga un véritable enterrement chrétien, remplaçant la tombe précipitée de la veille. Ils ont ensuite tenté de récupérer l'avion, mais le navire de livraison a perdu ses ancres dans des conditions difficiles. Finalement, le 15 juillet, une barge arrive sur le site. Les ouvriers ont construit un traîneau de fortune pour traîner le Zero à travers le marais jusqu'à la plage. L'avion, même gorgé d'eau et endommagé, pesait remarquablement peu. 6 hommes pourraient le manœuvrer. Le Zero a été chargé sur l'USS 5000 et transporté à Seattle, où il est arrivé le 1er août. De Seattle, il a voyagé en barge jusqu'à la base aéronavale de North Island, près de San Diego, en Californie. Le voyage a duré près d'1 mois. Pendant ce temps, les agents du renseignement américain examinaient des photographies, débattant de ce qu'ils avaient capturé. Sur l'île du Nord, le Zero a été placé sous la garde de la police militaire 24 heures sur 24, non pas pour empêcher un sabotage, même si cela était préoccupant, mais pour empêcher les chasseurs de souvenirs de démonter l'avion pièce par pièce. Chaque mécanicien, chaque pilote, chaque ingénieur voulait un fragment du chasseur légendaire. Les gardes avaient pour ordre de tirer sur toute personne tentant d'accéder sans autorisation. Les mécaniciens de la marine ont commencé les travaux de réparation méticuleux. Des techniciens aéronautiques expérimentés ont abordé le Zero avec une curiosité professionnelle mêlée de suspicion. Selon la rumeur,
les avions japonais étaient des copies grossières de modèles occidentaux construits avec des matériaux de qualité inférieure et une fabrication bâclée. La propagande les avait préparés à trouver une imitation maladroite. Ce qu'ils ont trouvé les a plutôt étonnés. Le Zéro était un chef-d'œuvre d'ingénierie de réduction de poids. Chaque composant a été conçu avec une attention obsessionnelle à minimiser la masse. Les longerons principaux de l'aile ont été construits à partir de superduralin supplémentaires, un alliage d'aluminium léger développé par Sumitomo Metal Industries en 1936. Cet alliage combinait du zinc et de l'aluminium pour créer un matériau plus léger et plus résistant que l'aluminium d'avion standard, bien que sujet à la corrosion. Les Japonais avaient contré cette faiblesse avec un revêtement de chromate de zinc appliqué après fabrication. Il s'agissait d'une métallurgie sophistiquée égale ou supérieure aux capacités américaines de l'époque. Les composants structurels ont révélé d'ingénieuses mesures d'économie de poids. Gagner les raccords de fixation ont été minimisés en collant de manière permanente les ailes au fuselage, éliminant ainsi les joints amovibles massifs. Le fuselage arrière s'est détaché juste derrière le cockpit pour la maintenance tout en gardant la structure avant légère. Le placement du moteur près du bord d'attaque de l'aile a permis une section de queue plus courte et plus légère tout en maintenant l'équilibre. Les surfaces de contrôle utilisaient un revêtement en tissu là où les conceptions américaines utilisaient du métal plus lourd. Les jambes de force du train d'atterrissage étaient plus étroites que leurs équivalents américains. La structure du cockpit était minimaliste, offrant une excellente visibilité aux pilotes, mais aucune protection. L'équipe de réparation a redressé le stabilisateur vertical, le gouvernail, les extrémités des ailes, les volets et la verrière pliée. Les jambes d'atterrissage, arrachées lors de l'accident, ont dû être entièrement remplacées. L'hélice tripale Sumitomo a été habillée et réutilisée. Même endommagé, il est resté utilisable, témoignage de la qualité de fabrication japonaise. Au fur et à mesure que les réparations progressaient, des mesures détaillées ont révélé que LA6M2 pesait 5555 livres à pleine charge. Le Grumman F4 Wildcat, le principal chasseur américain, pesait 7426 livres. Le Zéro pesait 1871 livres de moins, soit près de 2000 livres de différence. Cet écart de poids s'est traduit directement par des performances. Le moteur radial Nakajima Sakai 14 cylindres du ZER développait 950 chevaux. Le jumeau Wasp des Wildcat Pratt et Whitney R1830 générait 1200 chevaux. Le chasseur américain avait 250 chevaux de plus mais transportait 2000 livres de plus. Le rapport Power-To a favorisé le Zéro de manière décisive. Le chargement à l'air racontait la même histoire. Le Zéro transportait 3 livres par pied carré de surface d'aile. Le Wildcat en transportait 28. 6 livres par pied carré. Une charge à l'air inférieure signifiait que le Zéro pouvait tourner plus serré, monter plus vite et manœuvrer de manière plus agressive. Dans un combat de chien tournant, la physique a donné au Zéro un avantage insurmontable. Mais alors que les mécaniciens examinaient le système de carburant, ils ont découvert quelque chose qui les a profondément troublés. Les réservoirs de carburant étaient de simples conteneurs en aluminium, à parois minces et non protégés. Les avions américains utilisaient des réservoirs auto-obturants à plusieurs couches. Une couche extérieure de caoutchouc, une couche intermédiaire de tissu vulcanisé et une couche intérieure qui gonfle lors de la perforation, fermant les trous et empêchant les fuites de carburant. Ces réservoirs auto-obturants ajoutaient beaucoup de poids aux avions. Ils étaient lourds, coûteux et avaient une capacité de carburant réduite, mais ils sauvaient des vies. Une seule balle traversant un char standard signifiait le feu et la mort. Une balle traversant un réservoir auto-obturant signifiait une petite fuite, gérable et survivable. Le Zéro avait choisi la performance plutôt que la survie. Tous les pilotes japonais aux commandes de cet avion savaient qu'une seule balle dans le système de carburant signifiait probablement la mort. Il n'y aurait aucune fuite, aucune perte progressive de carburant, aucune chance de ramener un avion endommagé chez lui. Il y aurait un incendie, une explosion, un incendie catastrophique. Les pilotes américains avaient signalé que des Zéros avaient pris feu suite à des dommages minimes. La raison était désormais claire. L'absence d'armure de pilote était tout aussi choquante. Les chasseurs américains montaient d'épaisses plaques d'acier derrière le siège du pilote, ajoutant un poids de protection substantiel pour se prémunir contre les tirs ennemis par derrière, l'angle d'attaque le plus courant. Le Zéro n'avait rien. Le siège du pilote était une fine armature métallique avec un coussin en tissu. Une balle de mitrailleuse de calibre 50 traverserait le siège et le pilote avec la même facilité. Le pare-brise utilisait du verre standard, peut-être légèrement plus épais que celui des avions civils, mais n'offrant aucune protection balistique.
Les combattants américains montaient de plus en plus de verres blindés, de lourdes plaques transparentes capables d'arrêter les tirs d'armes légères. Le Zéro a économisé du poids et a laissé ses pilotes vulnérables aux attaques frontales. Le 20 septembre 1942, 2 mois après le crash, le lieutenant-commandant Eddie Sanders monta dans le cockpit du Zéro réparé pour son premier vol d'essai. Sanders était l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés de la marine, un homme dont la vie dépendait d'une évaluation précise des capacités et des limites de l'avion. Il s'installa dans le siège léger, remarquant immédiatement à quel point le cockpit était exigu par rapport aux modèles américains. Le moteur a démarré en douceur. L'ingénierie japonaise, quelles que soient ses autres qualités, a produit des centrales électriques fiables. Sanders a roulé prudemment, conscient que le train d'atterrissage à voie étroite rendait la manipulation au sol délicate. Il a poussé les gaz et a senti l'avion accélérer avec une ardeur surprenante. La course au décollage a été remarquablement courte. Le Zéro décolla et monta avec une rapidité qui le surprit. En altitude, Sanders a commencé des tests systématiques. Il a commencé par les caractéristiques de base de la manipulation. Vol en palier, virage, montée et descente en douceur. Les commandes semblaient légères, presque sensibles. De petits mouvements de manche ont produit une réponse immédiate de l'avion. Après des années à piloter des chasseurs américains, la Zéro avait l'impression de passer d'une camionnette à une voiture de sport. Il a poussé les limites du test plus loin. Les courses à vitesse maximale ont révélé que le Zéro pouvait atteindre environ 330 000 par heure, plus rapide que le Wildcat, mais pas de manière spectaculaire. Mais ensuite il a tenté un tonneau brutal à vitesse de croisière. Les ailerons, les gouvernes qui roulis produits, soudain raidis. Au-dessus de 200 nœuds, les manœuvres de roulis devenaient lentes, nécessitant un effort excessif sur le manche de commande. Sanders a essayé de rouler à gauche, puis à droite. L'avion a roulé beaucoup plus facilement vers la gauche que vers la droite. Cette asymétrie serait une information cruciale pour les pilotes américains. Dans un combat de chiens, un pilote Zéro préférerait naturellement les rôles de gauche. Sachant cela, un pilote américain pourrait exploiter cette tendance, forçant le Zéro à effectuer des roulis à droite où il était plus lent et moins réactif. Le test suivant était potentiellement mortel. Sanders a plongé le Zéro, puis a tiré fort sur le manche pour générer une accélération négative. Le moteur toussa, bafouilla et s'arrêta. Silence sauf pour le vent. Il pilotait un planeur à 3000 pieds au-dessus de la côte californienne. Sanders est resté calme, s'est stabilisé et le moteur a redémarré. Il a répété le test 2 fois de plus avec des résultats identiques. Le carburateur de type flotteur du Zéro, qui reposait sur une alimentation en carburant alimenté par gravité, ne pouvait pas supporter les forces G négatives. En cas d'accélération négative, le débit de carburant vers le moteur s'est complètement arrêté. C'était la réponse dont les pilotes américains avaient besoin. Lorsque vous êtes poursuivi par un Zéro, ne vous retournez pas. N'essayez pas de le déjouer. Au lieu de cela, poussez fortement le manche vers l'avant, en plongeant avec une force G négative. L'avion américain avec son carburateur à pression continuerait à fonctionner. Le moteur du Zéro s'arrêterait. Pendant ces secondes cruciales de silence, un pilote américain pouvait ouvrir la portée et s'échapper. Sanders a effectué 24 vols d'essai entre le 20 septembre et le 15 octobre. Chaque vol révélait de nouveaux détails. La célèbre maniabilité du Zéro était réelle, mais avait ses limites. À basse vitesse, inférieure à 200 000 par heure, il pourrait virer à l'intérieur de n'importe quel chasseur allié. Mais à grande vitesse, au-dessus de 250 000 par heure, il devenait raide et lent. Les chasseurs américains, plus lourds et plus puissants, gagnèrent en avantage à mesure que leur vitesse augmenta. Les données des tests ont été compilées dans des rapports techniques distribués à chaque escadron de chasse du Pacifique. Les pilotes lisent avec un vif intérêt les avions ennemis qui hantent leurs cauchemars. Le rapport a confirmé ce que certains pilotes expérimentés commençaient à soupçonner. Le Zéro pouvait être vaincu, non pas en menant son combat, mais en imposant un autre type de combat. Le commandant John Tack avait déjà mis au point sa célèbre manœuvre d'Aquive avant que l'Acutan Zéro ne soit récupéré. Il l'a utilisée pour la première fois au combat à Midway le 4 juin 1942, le même jour où Koga s'est écrasé. En s'appuyant sur des rapports de renseignements sur les capacités du ZER, Tack a conçu une tactique défensive dans laquelle 2 chats sauvages volant côte à côte se faufilaient l'un vers l'autre lorsqu'ils étaient attaqués, amenant les Zéros en poursuite dans le viseur de l'avion à crochet. Mais le Zéro capturé a validé et élargi ses théories,
fournissant des données précises sur les limites du zéro qui ont rendu les tactiques américaines encore plus efficaces. Les pilotes américains ont appris à combattre les zéros en utilisant des tactiques de boom et de zoom. Bénéficier d'un avantage en altitude. Plonger à grande vitesse. Effectuer une seule passe de tir. Continuer à plonger au-delà de la cible. Utiliser une vitesse supérieure pour revenir à l'altitude. Répétez. Ne soyez jamais lent. N'essayez jamais de tourner avec un zéro. Profitez des avantages américains en matière de vitesse de plongée, de résistance structurelle et de protection des pilotes. Le zéro capturé a été piloté contre tous les types de chasseurs américains. Des combats de chiens simulés l'ont opposé au Wildcat, au P-38 Lightning et au P-40 Warox. Chaque engagement a été filmé et analysé. Les pilotes ont appris par eux-mêmes comment exploiter les faiblesses du zéro. Les ailerons gèlent à grande vitesse, le moteur coupe sous jet négatif, l'incapacité de plonger aussi vite que les chasseurs américains plus lourds. Mais la révélation la plus importante fut d'ordre psychologique. Le zéro n'était pas invincible. C'était un excellent avion, brillamment conçu pour des missions spécifiques. Mais il présentait des vulnérabilités. Il pourrait être vaincu. Les pilotes américains qui se sentaient surclassés et impuissants avaient désormais des réponses. Ils avaient des tactiques. Ils avaient de l'espoir. Le lieutenant-commandant Eddie Sanders a écrit dans son rapport, « Ces vols couvraient des tests de performance comme nous le faisons sur les avions soumis aux tests de la marine. Le tout premier vol a révélé les faiblesses du zéro, que nos pilotes ont pu exploiter avec des tactiques appropriées. Le fait que les ailerons gelaient à des vitesses supérieures à 200 nœuds était immédiatement évident, de sorte que les manœuvres de roulis à ces vitesses étaient lentes et nécessitaient beaucoup de force sur le manche de commande. Les connaissances se sont répandues dans la flotte comme une traînée de poudre. Les escadrons de chasse modifient leur entraînement. Les nouveaux pilotes ont appris le boom et le zoom avant même d'affronter un zéro au combat. Les anciens combattants ont partagé ces renseignements avec soulagement et justification. Leurs pertes n'avaient pas été vaines. Les sacrifices de ces premières batailles avaient permis de gagner du temps pour que ces connaissances leur parviennent. Le lieutenant-colonel Kenneth Walsh, pilote de marine, crédité de 21 victoires confirmées et récompensé de la médaille d'honneur, a déclaré plus tard qu'il savait quoi faire avec un zéro sur ma queue. Les informations provenant de Koga S0 m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Les connaissances tactiques de Walsh dérivées de l'avion capturé lui ont permis de survivre à des rencontres qui auraient pu autrement, cela aurait été fatal. Le combattant S. William Leonard, qui prendrait sa retraite en tant que contre-amiral avec 6 victoires confirmées, a déclaré que le zéro capturé était un trésor. À ma connaissance, aucune autre machine capturée n'a jamais dévoilé autant de secrets à une époque où le besoin était si grand. L'historien militaire japonais Masataka Okumiya, un général de gauche de la force aérienne d'autodéfense japonaise, a écrit que les révélations de l'Akutan 0 étaient aussi désastreuses pour l'armée japonaise que la perte de la bataille de Midway. Mais l'influence de l'Otutan 0 s'étendait au-delà de la tactique. Les concepteurs d'avions américains ont étudié intensément l'épave. Grumman avait déjà commencé à travailler sur le F-6 FL-4 pour remplacer le Wildcat. La conception du Hellcat a été partiellement influencée par les rapports de renseignement des pilotes qui ont combattu les zéros à Coral Sea et Midway. Le premier F-6 F-3 de production a effectué son premier vol le 3 octobre 1942, quelques semaines seulement après que Sanders ait commencé à tester l'Akutan 0. Mais le zéro capturé a fourni des données concrètes pour valider les choix de conception. Le Hellcat, entré en service en janvier 1943, incorporait les leçons tirées de la compréhension du zéro. C'était plus rapide avec une vitesse maximale de 380 000 par heure. Son taux de montée était égal ou supérieur au zéro. Il conservait une protection blindée ainsi que du carburant et des réservoirs auto-obturants, mais était conçu pour combattre les zéros à des conditions plus favorables que le Wildcat. Le Hellcat a également intégré la connaissance des faiblesses des zéros. Il a été conçu pour exceller dans les combats à grande vitesse là où le zéro avait du mal. Son puissant moteur double Wasp Pratt & Whitney R2800 produisait 2000 chevaux, soit plus du double de la puissance du zéro. Cette puissance permettait des tactiques de boom et de zoom, permettant aux pilotes du Hellcat de dicter les conditions d'engagement. En novembre 1943, l'Akutan 0 fut exposé à l'aéroport national de Washington comme récompense de guerre lors des célébrations du 25e anniversaire du service postal aérien. Des milliers d'Américains ont vu les avions qui avaient terrorisé le Pacifique, voyant de première main le chasseur ennemi auquel leurs fils et frères étaient confrontés au combat. Le zéro avait l'air sinistre, prédateur et dangereux.
peu de téléspectateurs ont compris qu'ils regardaient l'incarnation physique d'une philosophie de conception fondamentalement différente. En 1944, le Zéro fut rappelé sur l'île du Nord pour être utilisé comme avion d'entraînement. De nouveaux pilotes ont volé contre lui, apprenant ses capacités et ses limites en combat contrôlé. Un modèle 520 capturé lors de la libération de Guam le rejoignit à des fins d'entraînement. Des pilotes américains qui feraient face à des Zéros au-dessus des Philippines. Iwo et Okinawa ont combattu pour la première fois l'Akutan Zéro dans le ciel californien, gagnant ainsi expérience et confiance. Le contraste entre les philosophies de conception des avions américains et japonais est devenu plus frappant à mesure que la guerre progressait. Les concepteurs américains ont continuellement amélioré la protection des chasseurs. Le F-4U Corsair, entré en service en 1943, était doté d'un blindage, de réservoirs auto-obturants et de la puissance écrasante de son moteur Pratt & Whitney R2800 de 2000 chevaux. Le P-38 Lightning était équipé de 2 moteurs et d'un armement lourd tout en protégeant son pilote. Les concepteurs japonais ont tenté d'ajouter une protection au modèle Zéro ultérieur. La variante A6M5 introduite en 1943 comprenait un pare-brise en verre blindé de 55 mm et une plaque de blindage de 8 mm derrière le siège du pilote. Mais ces ajouts ont augmenté le poids sans augmentation correspondante de la puissance. Le moteur Nakajima Sakai restait limité à environ 1000 chevaux. Le poids a augmenté de 28%. La puissance n'a augmenté que de 16%. Les derniers Zéros étaient plus lents, moins maniables et moins efficaces que l'A6M2 que Koga avait piloté. Les ingénieurs japonais avaient tenté d'adopter la philosophie de protection américaine, mais il leur manquait les moteurs puissants nécessaires pour maintenir les performances malgré le poids supplémentaire. Le résultat était un combattant qui avait perdu son avantage principal sans gagner de force compensatoire. En 1944, les pilotes de chasse américains dominaient le ciel du Pacifique. La fusillade de la dinde des Grandes Mariannes en juin 1944 a entraîné des pertes japonaises dévastatrices. Les chasseurs alliés et les canons anti-aériens ont abattu plus de 500 avions de combat japonais. Les pertes américaines comprenaient environ 43 avions au combat et 80 autres dus à des accidents opérationnels lors d'atterrissage de nuit sur des porte-avions et à une panne de carburant. Des pilotes japonais inexpérimentés battant des Zéros contre des Américains vétérans à bord de L4 et de Corsair se sont retrouvés confrontés à des difficultés écrasantes. L'attrition des pilotes japonais a été catastrophique. Les aviateurs expérimentés qui avaient attaqué Pearl Harbor, qui avaient dominé les premières campagnes du Pacifique, étaient systématiquement tués dans des avions incapables de les protéger. Le système de formation du Japon n'a pas pu les remplacer assez rapidement. Les pilotes de remplacement avaient moins de formation, moins d'expérience et moins de chances de survie. L'écart de qualité s'est creusé de mois en mois. En octobre 1944, lors de la bataille pour les Philippines, les Zéros commencèrent à être utilisés dans des attaques kamikazes. Lorsque les avions ne pouvaient plus rivaliser dans les combats conventionnels, ils sont devenus des missiles guidés. Les pilotes reçurent l'ordre d'écraser leurs avions sur des navires américains. Kamikaze a utilisé un chasseur 6M plus que tout autre avion pour cela mission suicide. Le Zéro, conçu pour dominer les combats de chiens en Chine, a mis fin à sa carrière en tant qu'arme jetable. La philosophie de conception qui a créé le Zéro reposait sur des hypothèses qui se sont révélées fatalement erronées. Les planificateurs japonais pensaient que la guerre serait de courte durée. Ils prévoient de frapper de manière décisive, de vaincre les Américains rapidement et de négocier en position de force. Dans une guerre courte, l'attrition des pilotes n'aurait pas d'importance. Les taux de survie à long terme ne seraient pas pertinents. Ce qui comptait, c'était l'efficacité immédiate du combat. Ils pensaient également que leurs pilotes étaient supérieurs, qu'un entraînement intensif et un esprit guerrier compenseraient tout désavantage matériel. Les deux hypothèses ont échoué de manière catastrophique. La guerre n'a pas été courte. Cela a duré 4 années d'usure brutale. Et les pilotes américains, au départ moins expérimentés, ont vite appris. Expérience de combat accumulée. Les tactiques ont évolué. La formation s'est améliorée. En 1943, les pilotes américains étaient égaux en compétences aux pilotes japonais. En 1944, avec la mort de pilotes japonais vétérans et des remplaçants inexpérimentés confrontés au combat, les Américains détenaient un avantage décisif en matière de compétences. Le manque de protection du Zéro, acceptable dans une guerre courte, est devenu catastrophique dans une guerre longue. Un pilote d'un chasseur américain protégé peut survivre à être abattu 1, 2, voire plusieurs fois. Il renflouerait, serait secouru, retournerait au combat. Il apprendrait de chaque rencontre,
devenant plus efficace à chaque mission. Un pilote zéro abattu une fois était probablement mort. Pas de seconde chance, pas de courbe d'apprentissage, pas d'expérience accumulée. Chaque zéro abattu signifiait la perte définitive d'un pilote expérimenté. En mai 1937, la marine impériale japonaise publia les spécifications d'un nouveau chasseur porte-avions. Les exigences étaient impressionnantes. Vitesse maximale de 310 000 par heure à 13 120 pieds d'altitude. Grimper à 9 840 pieds en 3 minutes 30 secondes. Armement composé de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de 7,7 mm, d'une radio complète et d'un radiogoniomètre, ainsi que d'une portée critique suffisante pour escorter les bombardiers sur de vastes distances du Pacifique. Répondre à ces exigences avec la technologie des moteurs disponibles semblait impossible. Nakajima Aircraft Company a conclu que les spécifications ne pouvaient pas être respectées et s'est retiré de la compétition. Seul Mitsubishi est resté, le designer en chef Jiro Orochi acceptant le défi. Horikoshi écrivit plus tard, au lieu de réfléchir à l'avenir de l'avion, notre objectif immédiat était de remporter le contrat. La solution d'Horikoshi était radicale. Rendre l'avion aussi léger que possible. Éliminer tout ce qui n'est pas absolument essentiel pour répondre aux exigences spécifiées. L'armure n'était pas mentionnée dans les exigences. Les réservoirs auto-obturants n'ont pas été mentionnés. C'est pourquoi ils ont été émis. Le poids économisé pourrait être utilisé comme carburant, permettant ainsi l'autonomie requise. La construction légère permettait la maniabilité requise. Cette décision reflète la doctrine militaire japonaise qui donne la priorité à la capacité offensive. L'attaque a été accentuée. Un guerrier acceptait le risque comme étant inévitable et recherchait l'efficacité au combat. L'Acutan 0 capturé a exposé cette division philosophique à l'analyse américaine. Les rapports de l'US Navy ont noté que le 0 avait été conçu uniquement pour un rôle d'attaque, mettant l'accent sur la longue portée, la maniabilité et la puissance de feu au détriment de la protection de son pilote. Les designers américains avaient fait des choix différents. La protection n'était pas une faiblesse. La survie n'était pas une lâcheté. Un pilote qui vivait pour se battre à nouveau avait plus de valeur qu'un pilote mort au cours d'un seul engagement, quelle que soit l'efficacité de cet engagement. Les implications industrielles étaient tout aussi profondes. Un avion blindé protégé était plus coûteux à construire, nécessitait plus de matériaux, prenait plus de temps à fabriquer, mais il durait plus longtemps au combat et, plus important encore, son pilote durait plus longtemps. Le Japon pourrait construire des avions plus rapidement qu'il ne pourrait former des pilotes de remplacement. L'Amérique pourrait former des pilotes plus rapidement que le Japon ne pourrait construire des avions de remplacement. Les mathématiques de l'usure ont favorisé le camp qui protégeait son peuple. Après la guerre, les concepteurs d'avions japonais capturés ont été interrogés par les équipes américaines de renseignement technique. Leur témoignage a confirmé ce que l'Acutan 0 avait révélé. Le manque de blindage et de réservoirs auto-obturants n'était pas dû à un oubli. Il s'agissait d'un choix de conception intentionnel basé sur les exigences tactiques et la philosophie opérationnelle. Jiro Orochi a déclaré dans ses mémoires d'après-guerre que la protection blindée n'avait jamais été mentionnée dans les exigences de conception initiale. Les restrictions de poids signifiaient donner la priorité à la portée et à la maniabilité de l'armement. La doctrine militaire japonaise accordait une faible priorité au blindage. L'attitude sous-jacente était que ces éléments de protection étaient un luxe plutôt qu'une nécessité. Ce n'est qu'après une réduction massive des pilotes qu'ils ont finalement compris que vivre pour combattre un autre jour était plus important dans la guerre moderne que d'atteindre des performances maximales dans un seul engagement. Les pilotes américains qui ont piloté l'Acutan 0 sont repartis avec un profond respect pour les compétences de l'ingénierie japonaise, combiné à une reconnaissance de la vulnérabilité fondamentale de la conception. Pilote d'essai Edward Sanders écrivit plus tard que le 0 était le meilleur avion qu'il ait jamais piloté à basse vitesse. Sa maniabilité était extraordinaire, sa conduite délicieuse, mais il ne voudrait jamais l'emmener au combat. Une balle pourrait vous tuer. L'avion ne vous a donné aucune protection, aucune seconde chance. Le capitaine Eric Brown, pilote d'essai en chef de la Royal Navy, a piloté un Capture 0 et l'a qualifié de chasseur le plus maniable qu'il ait jamais piloté. Il pouvait virer à l'intérieur de n'importe quel avion allié, mais il remarqua également l'absence totale de blindage ou de réservoir de carburant protégé et le qualifia de piège mortel pour le combat moderne. Beau à piloter, terrible à combattre, le sort de Tadayoshi Koga, le pilote de 19 ans qui s'est écrasé sur l'île d'Acutan, est devenu le symbole de la philosophie erronée du 0. Koga était un aviateur expérimenté et compétent. Il avait survécu au combat et à de multiples missions grâce aux illusions.
Mais une seule balle dans une canalisation de pétrole signifiait sa mort. Si son avion avait été conçu dans un souci de survie, si les systèmes vitaux avaient été protégés, il aurait pu regagner son porte-avions. Il aurait pu se battre à nouveau. Son expérience et ses compétences auraient pu être préservées. Au lieu de cela, il mourut dans un marais de l'Alaska, son sacrifice contribuant par inadvertance à la victoire américaine. L'avion dans lequel il est mort est devenu le professeur qui a entraîné ses ennemis. Les secrets qu'il n'a jamais eu l'intention de révéler ont été extraits des décombres par une puissance étrangère. Sa mort et la capture de son zéro ont changé le cours de la guerre d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En février 1945, l'Acutin-0 connut une fin ignominieuse. Il était alimenté depuis San Diego lorsque le commandant Richard Gronlin faisait rouler le zéro au NAS North Island. Un Curtiss SB-2 CLDV-6 est écrasé lors d'opérations au sol. L'avion a été endommagé de manière irréparable. Il a été mis au rebut peu de temps après, son service étant terminé, mais les renseignements qu'il fournissait ont survécu. Des milliers de pilotes américains ont dû leur vie aux tactiques développées lors de l'étude du zéro de Koga. La conception du L4 reflétait les leçons tirées de la compréhension de l'avion capturé. Les tactiques de boom et de zoom, la compréhension des limites de vitesse du zéro, l'exploitation de la faiblesse de son carburateur, tout cela découlait des vols d'essai de l'Acutin-0. Le développement parallèle des chasseurs américains et japonais révèle une histoire plus vaste. Les avions américains sont devenus progressivement plus protégés, plus puissants et plus performants. Le F-6 FL-4 a cédé la place au F-8 FBRK, un chasseur encore plus puissant et protégé. Les avions japonais ont tenté d'ajouter de la protection mais n'avaient pas la capacité industrielle pour le faire efficacement. L'écart s'est creusé jusqu'à ce que les avions japonais deviennent obsolètes selon les normes de 1944. La leçon ultime de l'Acutin-0 n'était pas technique mais philosophique. La conception des avions reflète des valeurs culturelles et des hypothèses stratégiques. Le zéro reflétait les valeurs japonaises de capacité offensive, d'acceptation du risque et de croyance en une guerre courte et décisive. Les chasseurs américains reflétaient les valeurs de protection des pilotes, de guerre d'usure à long terme et de durabilité industrielle. Dans une longue guerre d'usure entre puissances industrielles, la philosophie américaine s'est révélée supérieure. Cela n'a pas rendu les pilotes américains plus courageux ni plus compétents. Cela les rendait plus susceptibles de survivre. La survie signifiait l'expérience. L'expérience est synonyme d'efficacité. Le cycle s'est aggravé au fil du temps jusqu'à ce que la supériorité aérienne américaine devienne absolue. Le manque de protection du zéro, initialement un compromis acceptable en termes de performance, est devenu le défaut fatal qui a détruit la puissance aérienne japonaise. Les historiens modernes qui étudient la guerre aérienne du Pacifique reviennent inévitablement au Yakutan-0 comme à un tournant. La capture n'a pas modifié les avions déjà en production. Cela n'a pas directement influencé la conception initiale du L4, qui était déjà bien avancée, mais cela a modifié la compréhension américaine de l'ennemi. Cela a révélé des vulnérabilités qui pourraient être exploitées. Cela a donné de l'espoir alors que l'espoir était désespérément nécessaire. En juillet 1942, l'Amérique était en train de perdre la guerre du Pacifique. 6 mois après Pearl Harbor, les forces américaines se retiraient à travers le Pacifique. Les zéros dominaient le ciel. L'Acutin-0 est arrivé précisément au moment où le moral des Américains avait besoin d'être remonté, où l'innovation tactique était essentielle, où la compréhension de l'ennemi était essentielle à la survie. Le premier rapport de vol d'essai du lieutenant-commandant Sanders a circulé dans l'aviation navale comme l'électricité. Les pilotes lisent et relisent la section sur le moteur du zéro qui coupe sous des forces G négatives. Enfin une réponse. Enfin une façon de s'évader. Pousser le bâton vers l'avant. Plonger avec un G négatif. Le moteur du zéro s'arrêterait. Votre moteur continuerait à tourner. Tu vivrais. Cette seule révélation tactique a sauvé des centaines de vies. Les marins ou les pilotes du canal de Guadalcanal, les pilotes de la marine à Santa Cruz, les pilotes de l'armée en Nouvelle-Guinée, ont tous appliqué la leçon. Ils ont survécu à des rencontres qu'ils auraient autrement perdues. Ils retournèrent à la base pour se battre à nouveau. Leur expérience s'est accumulée, leurs compétences se sont améliorées et peu à peu l'équilibre a changé. Il a capturé zéro et a également affecté la stratégie japonaise. Lorsque les renseignements japonais ont appris qu'un zéro intact avait été retrouvé, ce fut la consternation. Ils savaient ce que cela signifiait. Leurs principaux secrets de combattants ont été compromis. Les pilotes américains apprendraient à le vaincre.
L'avantage psychologique du zéro apparemment invincible a été perdu. Les stratèges japonais ont commencé à planifier des chasseurs de remplacement, mais le développement a pris des années et a nécessité des ressources qui manquaient au Japon. Le zéro devrait continuer à fonctionner, de plus en plus obsolète, jusqu'à l'arrivée de remplaçants. Ces remplacements arriveraient trop tard et seraient trop peu nombreux. La capture du zéro a accéléré la chronologie de la défaite japonaise en exposant les vulnérabilités des années plutôt que ce que l'usure du combat seul aurait révélé. En dernière analyse, la découverte la plus choquante concernant le zéro n'était pas ses capacités, mais ses vulnérabilités. Les attentes américaines avaient été façonnées par la propagande et la peur. Ils s'attendaient à une super arme, un combattant invincible construit par un mystérieux ennemi aux capacités inconnues. Ce qu'ils ont découvert était un avion brillamment conçu avec des défauts de conception fatale. Aucune armure signifiait la mort suite à des dégâts mineurs. L'absence de réservoirs auto-obturants signifiait incendie et explosion. Le carburateur de type flotteur signifiait une panne moteur sous G négatif. Le gel des ailerons à grande vitesse signifiait l'incapacité de rouler efficacement dans un combat à grande vitesse. Chaque faiblesse était le prix payé pour les atouts du zéro. Protection des coups de maniabilité. Robustesse des coups de gamme. Capacité de survie légère. Les designers américains avaient fait des choix différents parce qu'ils avaient des priorités différentes et des ressources industrielles plus importantes. La survie du pilote était primordiale. Les avions pourraient être remplacés. Les pilotes formés ne le pouvaient pas. La protection justifiait donc sa pénalité de poids. Le blindage était acceptable s'il ramenait les pilotes chez eux. Les réservoirs auto-obturants étaient obligatoires malgré une capacité de carburant réduite. Une construction robuste était nécessaire même si elle réduisait les performances. Ces choix reflétaient les valeurs industrielles et culturelles américaines. L'Amérique avait la capacité industrielle de construire davantage d'avions et de former davantage de pilotes. Il pourrait se permettre de fabriquer des avions lourds et coûteux si ces avions maintenaient les pilotes en vie. Le Japon ne pouvait pas se permettre cette approche. La capacité industrielle limitée signifiait que les avions devaient être simples, légers et rapides à produire. Mais cette approche rationnelle à court terme s'est révélée catastrophique à long terme. L'histoire de l'Akutan 0 est devenue bien plus qu'un simple récit de guerre. C'est devenu une étude de cas sur la philosophie du design, les valeurs culturelles et la réflexion stratégique. Chaque avion incarne les hypothèses et les priorités de ses concepteurs. Le zéro incarnait les hypothèses japonaises sur la guerre, le combat et la nature des conflits. Les chasseurs américains incarnaient différentes hypothèses concernant la capacité industrielle, la valeur du pilote et la stratégie à long terme. Le choc entre ces philosophies s'est déroulé dans le ciel du Pacifique pendant 4 ans. Peu à peu, inévitablement, la philosophie qui valorisait la survie des pilotes a pris le pas sur celle qui acceptait le sacrifice du pilote comme prix à payer pour la performance. Le zéro, magnifique en 1941, était obsolète en 1943 et suicidaire en 1944. Non pas parce que l'ingénierie japonaise était inférieure, mais parce que la stratégie japonaise n'était pas viable. Aujourd'hui, l'héritage de l'Oton vit dans les musées de l'aviation, les livres d'histoire et les manuels tactiques. Il reste l'avion capturé le plus important de la Seconde Guerre mondiale, le coup d'État des services de renseignement qui a contribué à inverser la tendance dans le Pacifique. Le sacrifice involontaire de Tadayoshi Koga a sauvé des milliers de vies américaines et a raccourci la guerre de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Le zéro lui-même reste un symbole de la tragédie des guerres du Pacifique. Un bel avion, parfaitement exécuté pour répondre à ses spécifications, fondamentalement vicié par les hypothèses derrière ces spécifications. Les pilotes japonais adoraient le piloter. Les pilotes américains ont appris à le vaincre. Les deux parties l'ont reconnu comme un chef-d'œuvre de conception légère et un exemple édifiant de la valorisation de la performance plutôt que de la protection. En fin de compte, la leçon la plus profonde était simple. En temps de guerre comme dans la vie, les choix ont des conséquences. Choisissez la vitesse plutôt que la protection. Payez en vie perdue. Choisissez la maniabilité plutôt que la robustesse. Payez dans les avions détruits. Choisissez la performance à court terme plutôt que la durabilité à long terme. Payez en défaite stratégique. Le zéro a fait ses choix consciemment, brillamment, fatalement. Et par un matin brumeux de juillet 1942, lorsqu'Albert Knack repéra des cercles rouges dans la brume, ses choix furent mis à nu pour que les ingénieurs américains puissent les étudier, les comprendre et les exploiter. Le zéro abandonné dans un marais d'Alaska est devenu le professeur qui a révélé non seulement comment vaincre un type d'avion,
mais aussi comment gagner toute la guerre aérienne. Cette découverte, plus que n'importe quelle bataille, a contribué à assurer la victoire américaine dans le Pacifique.